renaissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Maneng ou pas, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi dans les graisses, ces armateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire le cœur du lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Gousséry à Baturi, de Bakassi à Kiroshi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Rosalie, Siekam, bonsoir. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères, poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Quelques mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Salut. Des vallées, des boulevards. Bonsoir, bon après-midi. Romain Rapido, mon frère, bonsoir. Bon après-midi, Nouvicier, Victorine, Simon Nobicic. Bon dimanche. Ton nom me rappelle, me fait trop rire, quoi. Simon Nobicic, quelle inspiration. Bonsoir, me fou. Invitez les amis, partagez. Sur les Maneng ou pas, sur les crêtes de Rebouba, marque de ça qui nous caresse, Bikoussi dans les graisses, ces armateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Kendrick à venir. Je ne suis là. Non, non, non. Ce que tu écrivais tellement, et puis je t'ai entendu lire parfois ce que tu dis, et puis tu répétais ce que tu disais. Donc, j'étais plus attiré par ce que tu disais que par toi-même, quoi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Kendrick. Salut, Wellington So. Weranson. Ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères, poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons eh oui, Kendrick. Très clair, c'est clair. Quelques mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. je m'engage
sur les sillons de ta renaissance. Bon, merci. Merci à vous. Bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je vous donne mes nouvelles. Moi, je vais très bien. Je me porte bien. Et de toute façon, je n'ai pas le choix. Parce que je sais que c'est lorsque je me porte bien que je suis en forme, que je peux vraiment réaliser au maximum mes objectifs. Si je vais mal, il devient difficile de réaliser mes objectifs. Si je suis malade, par exemple, j'ai les maux de tête, peut-être j'ai un bras cassé ou une main cassée ou un pied cassé, il est difficile d'aller au travail, il est difficile de faire le ménage, il est difficile de nettoyer la maison, de travailler ou bien faire quoi que ce soit. Mais si je me porte bien, et Mingong, Mingon, sorry. Oh, je m'excuse, il y a tellement de gens. Oh, je m'excuse, vraiment. Bon après-midi, Mingon. Bon après-midi. Donc, je me porte bien. Et c'est de même si peut-être j'ai des soucis. Lorsque j'ai des soucis, lorsque je réfléchis beaucoup, j'ai de la peine, je suis frustré, je suis angoissé ou anxieux, en général, tout ce que je fais, je ne donne pas je ne le fais pas totalement. Les idées pèsent, les soucis pèsent, c'est comme une croix sur les épaules. Donc, j'ai fini par comprendre que, quelles qu'en soient les situations de la vie, je suis obligé de me porter bien. Parce que la vie est pleine de challenges, elle est pleine de défis. Et je veux faire face à ces défis avec la tête claire, avec la force, le potentiel et toutes mes capacités possibles. Donc, je n'ai pas le choix de me porter mal. Quelles qu'en soient les situations, je le dis bien. Je dis quelles qu'en soient les situations. Les gens peuvent mourir, mais moi, je ne me porte pas mal parce que les gens meurent. Non. Les gens peuvent être malades. Les gens peuvent être malades. Moi, je ne me porte pas mal parce que les gens sont malades. Les gens ne se libèrent pas ou bien les gens ne sont pas en train d'agir dans le sens de se libérer. Moi, je ne vais pas mal parce que les gens refusent de se libérer. Non, pas du tout. Et si je veux aider les gens, si je veux apporter ma pierre à l'édifice du combat, je suis obligé d'être en bonne santé physique et mentale. Je suis obligé. Parce que il n'y a que un médecin qui peut soigner. Il n'y a que quelqu'un qui est en forme qui peut soigner. Il n'y a que quelqu'un qui est en paix qui peut apporter la paix. Il n'y a que quelqu'un qui est émotionnellement heureux qui peut apporter le bonheur aux autres. Il n'y a que quelqu'un qui a la sérénité mentale qui peut apporter la sérénité aux autres. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. C'est la loi, c'est comme ça que les choses sont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situations difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenges. Non. C'est juste qu'on comprend que la meilleure façon de faire face à ces défis, à ces challenges, c'est lorsque nous sommes dans un état émotionnel, un état psychologique, un état physique bien équilibré. Donc, ce sont les raisons pourquoi je me porte bien. J'espère aussi que vous vous portez bien. Je vous dis merci d'être présent à ce live de cet après-midi que j'ai annoncé. Merci de participer, merci de partager, merci d'apporter aussi votre part à l'édifice du Cameroun, à la construction du Cameroun. Merci parce que vous êtes sincères, honnêtes avec votre vision du Cameroun. Parce que c'est le cas chez moi. Ouais, beaucoup de choses se sont passées entre-temps depuis le week-end. Et j'aimerais un peu balayer, faire la revue des troupes, si on peut le dire, de l'information, la revue des infos et des réseaux sociaux, ce que j'ai observé, et donner mon point de vue à propos. Particulièrement d'abord pour mon frère Bibou Nissak, si tu me suis,
félicitations pour le fait que tu t'es marié, que tu as réussi à te marier. Et ce que Bibou Nisak a fait, c'est, comment je peux dire, c'est ça les grands hommes. Un grand homme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et qui dit ce qu'il fait. Merci à tout le monde. Un grand homme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Bibou Nisak a dit, je vais aller me marier. Je vais aller là-bas. Et il est allé. Il a fait face à toutes les possibles situations qui pouvaient arriver. Au Cameroun. Le truc, c'est qu'il est au Cameroun. Dans le même Cameroun où des personnes disent qu'on va tirer sur nous, on va nous mettre en prison, on va faire... Voilà, un membre de l'opposition véritable au Cameroun qui tient tête à un régime, qui tient tête à une dictature, qui dit, même si c'est la mort, même s'il faut que j'aille en prison aujourd'hui parce que je veux me marier, je vais me marier. L'amour doit gagner. L'amour doit vaincre. Dans le Cameroun, pour que le Cameroun là s'en sorte, l'amour devra vaincre. Et Bibou Nisak nous a montré que l'amour vainc. Et l'amour a vaincu. Le cœur lui a donné beaucoup de force. L'amour qu'il a pour sa femme, sa famille. L'amour qu'il a pour la démocratie. L'amour qu'il a pour un état de droit a vaincu hier. Ça a vaincu la dictature. Ça a vaincu la kleptocratie. Ça a vaincu la satrapie reptilienne. Comme le dit d'habitude notre grand frère, professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Donc, félicitations à mon frère. Bon mariage, bonne vie ensemble, bonne continuation dans votre relation amoureuse et familiale. Mais je voudrais pointer quelque chose qui doit nous encourager, nous, peuple camerounais, à tenir, à comprendre pourquoi nous sommes appelés à changer les choses. Pourquoi nous sommes appelés à nous engager de plus. Chaque fois que nous voyons une action comme celle de notre frère Bibou Nissa, nous devons avoir plus de motivation, plus d'encouragement, plus d'engagement. Nous devons le faire. Pourquoi? Parce que lorsque je vois les préfets, les sous-préfets, quand je vois un homme qui empêche un autre homme de vivre l'instant heureux qu'est le mariage, pour beaucoup de gens, ça dévoile beaucoup sur la psychologie de cet homme. Et si cet homme, ce préfet ou sous-préfet ou maire, je ne sais pas quoi, s'il est soutenu par d'autres hommes au Cameroun, ça dévoile l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent, ceux qui sont à la tête du Cameroun actuellement de facto, c'est des gens qui n'ont jamais connu l'amour. C'est des gens qui se sont mariés. Certes, c'est des personnes, vous allez remarquer, c'est des personnes mariées en général, mais qui se sont mariés par obligation, qui se sont mis ensemble avec les béboyas alors. C'est des hommes qui sont mariés à des femmes qu'ils n'aiment pas, qui ont fait des enfants avec des femmes qu'ils n'aiment pas, dont ils n'aiment pas ces enfants. C'est des hommes qui eux-mêmes ne s'aiment pas. Le Cameroun est dirigé par des psychopathes. Des gens qui n'ont pas
qui n'arrivent pas à gérer, ils n'ont pas la même conscience des émotions comme nous. Ils n'ont pas la même façon. Excusez-moi, je vais fermer la porte parce que ma femme est à la cuisine. Écoutez. Ok. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité de percevoir les émotions comme nous. Ils rient, mais ils ne rient pas parce qu'ils sont contents, ils rient parce qu'ils imitent. Ils mimiquent les autres. Ils pleurent. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont mécontents. Ils pleurent parce qu'ils imitent les autres. Lorsqu'ils disent « je t'aime » à une femme, ils ne le disent pas parce qu'ils ressentent l'amour. Ils le disent parce qu'ils l'ont entendu. Et dans le monde dans lequel ils vivent, on dit « je t'aime » pour dire qu'on aime. Mais il n'y a pas d'expression émotionnelle. Donc, ils peuvent s'en passer de dire « je t'aime ». Ils peuvent s'en passer d'aimer. Ils peuvent s'en passer de douleur ou de joie, de peine. Ils peuvent s'en passer. Ils sont ce qu'on appelle froids. Et c'est eux qui ont l'habitude de dire que l'État est un monstre froid. C'est eux qui ont cette habitude. Parce qu'ils sont froids. C'est ça un homme froid. Un homme froid, c'est un homme dont les émotions ne sont pas, il n'est pas conscient des émotions, du jeu des émotions. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais aimé, qui n'ont jamais aussi été aimés. Parce que pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut que tu sois aimé. Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut que tu aies été aimé d'abord et que tu aies ressenti le bonheur d'être aimé, la grandeur, la joie, cet état sublime d'être aimé. Ce sont des enfants, des messieurs qui ont grandi dans des familles, dans des milieux où on n'aime pas, où on les accouche, on les chie par les fesses, parce que maman a fait un accident en rencontrant papa quelque part dans un vieux bal d'un village, et il y a eu one night stand dans la brousse, et ils sont nés. Rappelez-vous que ce sont des gens qui sont nés dans les années 23, je ne sais pas. Donc, tout s'est passé de manière brutale, leur naissance. Quand ils sont nés dans la pauvreté. Manque d'électricité, manque d'eau. C'était des villages, il y avait juste la petite rivière. Tout était noir. Les gens grattaient encore la terre quand ils sont nés, avec les mains. Les parents avaient les mains dures, solides, sèches. Les colons sont arrivés et on les a passés dans un traitement bizarre. Dans les écoles missionnaires, où on les obligeait à une discipline dont ils n'étaient pas habitués. On leur infligeait des souffrances. Ça a détruit tout leur être. Ça a détruit toute leur façon de percevoir la vie. Ils ne connaissent pas l'amour. On les a jamais embrassés. On leur a jamais dit je t'aime. On leur a juste donné à manger. On leur a donné des vêtements. On leur a juste donné à manger et on leur a donné des vêtements. On leur a donné des chaussures. On leur a donné des habits. Et c'est la mentalité qui est au Cameroun. Et c'est celle que nous devons, c'est pourquoi nous nous levons.
c'est que les parents camerounais pensent que aimer un enfant, c'est l'accoucher. Qu'il suffit d'accoucher un enfant pour l'aimer. Nos femmes, nos mères disent toujours, elles nous rappellent cela. Je t'ai accouché. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Elles oublient que le chien porte aussi les chiots dans le ventre. Elles oublient que les truies portent aussi des porcelins dans le ventre. Ou les porceaux, je ne sais pas. Elles oublient que la guenon porte aussi des petits dans le ventre. Il n'y a pas de différence entre une femme qui accouche et une chèvre qui accouche. Il faut qu'on prenne conscience de sa femme camerounaise, homme camerounais. Parce que ce sera très important pour la création des hommes que nous voulons dans le Cameroun prochain. Le Cameroun qui est en train de naître. Le Cameroun de la Renaissance. Parce que les actes comme celui du préfet, ce n'est que la conséquence de la mécompréhension de l'éducation d'un être humain. La conséquence de la mécompréhension de ce que c'est qu'un être humain en fait. Chez nous, quand on accouche, on t'aime. Comme s'il suffit d'accoucher pour aimer. Pourtant, il y a des femmes qui accouchent et qui jettent l'enfant à la poubelle. Il y a des femmes qui accouchent, qui gardent l'enfant et le maltraitent. Il y a même des femmes qui sont des porteuses simplement. Elles gagnent leur argent à être des porteuses. Ça veut dire, tu veux un enfant, ta femme ne peut pas accoucher, tu la fécondes, elle porte, 9 mois après, pap, tu lui donnes 5 000, 6 000, 10 000 euros, elle te donne un enfant. En Europe, c'est ici, ça se passe. Accoucher un enfant, ce n'est pas l'aimer. Un autre aspect, beaucoup de parents pensent que donner la nourriture à un enfant, c'est l'aimer. Donner la chaussure à un enfant, c'est l'aimer. Donner le drap à un enfant, c'est l'aimer. Beaucoup de parents ont cette conception. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans les monastères, dans les hôtels, dans les orphelinats, les enfants sont nourris, les enfants sont habillés. Mais les enfants ne sont pas forcément aimés. Quand vous allez dans un hôtel avec votre enfant et que la femme d'hôtel lui donne le drap, le lit, prend ses serviettes et lave, lui donne des habits de nuit parfois, est-ce que ça veut dire qu'elle aime cet enfant? Non. Aimer un être humain, ce n'est pas lui donner à manger. 1, ce n'est pas l'accoucher. 2, ce n'est pas lui donner à manger ou à boire. Parce que tu peux donner à un être humain le poison et le tuer. Salut Jean-Marie Wako. Aimer un être humain, ça va au-delà de ça. Aimer un être humain, c'est après que vous l'avez accouché, c'est d'abord l'accoucher dans les conditions où vous avez choisi l'accoucher, pas dans les conditions où c'est Dieu qui donne. Au Cameroun, c'est Dieu qui donne. Dieu ne donne pas l'argent, il ne donne pas l'intelligence aux Camerounais, il ne donne pas le courage aux Camerounais, il ne donne pas la force, il donne les enfants. Au Cameroun, c'est Dieu qui donne. Non, aimer un être humain, c'est être dans l'état où le parent choisit de mettre un être humain au monde. Le fait de choisir de mettre un être humain au monde, c'est l'aimer. Il dit un choix, une responsabilité individuelle, premièrement. Deuxièmement, il faut que les conditions dans lesquelles l'être humain va vivre soient des conditions capables de faire fleurir l'être humain.
de faire fleurir le potentiel de cet être humain. Parce que l'homme ne se sent qu'aimé lorsqu'il fleurit. Lorsque son potentiel est mis en exergue, lorsqu'il atteint son potentiel. Et il y a un processus, pendant sa croissance, il doit avoir la capacité de poursuivre son potentiel, de chercher à atteindre son potentiel. Pour ça, il faut la liberté. Aimer un être humain, c'est le mettre dans un environnement où il est libre. Libre d'exprimer son humanité. Libre d'exprimer son talent. Libre d'exprimer le don avec lequel il est né. Mais ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Bref, pour la grande majorité. Pour la grande majorité, c'est Dieu qui l'a donné. Deuxièmement, les parents ne sont pas libres parce qu'ils sont prisonniers eux-mêmes d'un système, prisonniers d'une façon de vivre, prisonniers de tout ce qui est nécessaire, de base. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de rêve. Voilà des parents, salut à tout le monde, voilà des parents qui psychologiquement sont prisonniers, font des enfants. Dieu leur donne des enfants prisonniers. Et que fait un homme prisonnier? Que fait un homme qui ne peut pas s'exprimer, qui lui n'a pas atteint son potentiel? Nos parents ne peuvent pas parler. Nos parents sont coincés. Ils ne peuvent rien dire. Ils nous demandent même de nous taire. Pourtant, ils souffrent du même régime. Ils souffrent du même régime. Ils sont sous la même pression. Depuis des années, ils ont entretenu ce régime par la peur, la crainte. Mais ils ont fait des enfants qu'ils ont envoyés à l'école, qu'ils ont nourris. Mais remarquez, ces enfants, ils craignent tous. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à parler. N'arrivent pas à dire non à ceci. N'arrivent pas à dire oui à cela. Presque tout le monde est tu. Pourquoi? Parce que les conditions, le milieu ne permet pas l'être humain d'atteindre son potentiel. Le parent qui naît au Cameroun, le parent qui fait des enfants au Cameroun est d'abord lui-même limité. Comment il va permettre à son enfant de découvrir son talent, son don? Comment? Comment il va permettre à son enfant de découvrir son talent et son don? Comment il fera? Il sera obligé de contrôler son enfant dans un canevas. Il va dire non, va dans l'armée, va chez les militaires, va à l'ENAM. L'enfant veut être simplement un très bon jardinier. Il aime faire les fleurs. L'enfant aime jouer à la guitare. Non, ça ne paye pas. Tu vas faire quoi avec ça? Va à l'ENAM. L'enfant aime jouer au ballon. Non, va à l'ENAM. Parce que c'est l'ENAM qui paye. Si tu es à l'ENAM, tu pourras être ministre, directeur à la fonction publique et tu pourras nous sortir de la galère. Donc la majeure partie des Camerounais sont menés dans un sac, en rang comme dans ils sortent en rang des maisons comme les voitures sortent des usines Ford ou Mercedes, en rang, tous vers une seule direction, l'ENAM, la fonction publique. Et ces enfants, dès qu'ils arrivent à la fonction publique, ils deviennent des préfets, ils deviennent des ministres, ils deviennent des directeurs, ils deviennent je ne sais pas quoi. L'enfant camerounais interdit même d'aimer. Très jeune déjà, il est tellement coincé dans les églises en grande majorité où on lui interdit d'aimer. Il est prisonnier. Prisonnier de l'amour. Non, prisonnier de la haine. Vous voyez quelqu'un qui, il est préfet. Toute sa vie, il a voulu aimer une femme au quartier quand il était jeune. On lui a interdit, on dit que va à l'école. Tu dois d'abord avoir ton diplôme. Parce que si tu as le diplôme, si tu as l'argent, les femmes vont te poursuivre. Ça, c'est ce que maman me disait.
Ma maman me disait, parce que les filles venaient me chercher à la maison, et elle me menaçait. Qu'est-ce que tu cherches derrière les filles maintenant? Va d'abord à l'école. Va d'abord, deviens d'abord un grand. Parce que quand tu auras l'argent, les femmes vont te courir derrière. Voilà la leçon qu'on donne aux Camerounais. Que c'est de l'amour viendra demain. C'est demain. Quand tu auras l'argent, l'amour viendra demain. Maintenant, beaucoup de Camerounais ne sont pas comme moi. Moi, je suis allé contre ça. Je suis allé contre ça. Mais la majeure partie de ces gens qui deviennent souvent et les ministres et les directeurs ne sont pas allés contre ça. Ils ont accepté la maltraitance émotionnelle. Dès qu'ils deviennent préfets, qu'est-ce qu'ils font? Ou maire, je ne sais pas quoi, ou sous-préfet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent les femmes autour d'eux, certes, mais ils ne les aiment pas. Parce qu'ils ont raté leur amour à 16 ans. À 16 ans, quand ils avaient le temps d'aimer, ils n'ont pas aimé. Quand ils avaient l'énergie, ils n'ont pas. Quand la libido était au pic, ils étaient tous des gens des églises, ils étaient des catéchistes, ils étaient tous droits. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont des femmes, certes, parce qu'ils ont l'argent. Les femmes leur courent. Mais les femmes leur courent derrière parce que c'est un pays pauvre. Parce que les femmes n'ont pas d'issue. Ce genre de psychologie ne fonctionne que dans un milieu de pauvreté, comme le Cameroun. Ce genre de choses ne disent que les parents qui vivent. Vous n'allez jamais entendre ça en Europe. Vous n'allez jamais entendre un parent dire à son enfant que attends tomber amoureux demain. Va d'abord à l'école. Les blancs, moi je vis avec eux. Les enfants sont très jeunes ici, amoureux, machin, très très jeunes. Dès que ça commence même, papa, j'ai mon copain, ma copine, et puis c'est ok. Mais ils ne sont pas pourtant les plus bêtes ou les moins développés. C'est où les parents sont beaucoup plus sérieux. On vous invite de rencontrer les femmes, de rencontrer les hommes à 16 ans. C'est là-bas où il y a le sous-développement en grande majorité. C'est là-bas où les gens sont très misérables en grande majorité. C'est là-bas où les gens interdisent les mariages aux autres. Vous ne verrez pas ça dans les endroits où on a commencé à faire l'amour et à connaître l'amour à 18 ans, à 14 ans. Vous ne verrez pas ça dans les endroits-là. Ce n'est que dans ces endroits. Donc, il faut comprendre une chose. C'est dans cet état, dans ce milieu que vivent les Camerounais. Donc, le préfet n'est que le produit. Celui qui a interdit le mariage à Bibou Nissa, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé. Il est marié, mais il n'aime pas sa femme. Il s'est marié le jour de son mariage, il n'a jamais aimé cette affaire-là. Parce que quelqu'un qui a connu la sensation de la joie de trouver une femme ou un homme, quelqu'un qui a décidé librement d'épouser une femme ou un homme, le jour du mariage, c'est le plus grand jour pour cette personne, pour leur relation. Cette personne ne peut pas interdire le mariage à quelqu'un d'autre. Cette personne ne peut pas le faire parce qu'elle connaît la grande joie que ça procure. Elle sait que voilà un autre être humain. Voilà la joie que ça procure. Au contraire, elle va tout faire pour que ça se passe de la meilleure des façons. Elle va même participer à ce que ça se passe de la meilleure des façons. Elle va même apporter quelque chose de plus. Le prophète devait apporter, c'était quelqu'un qui connaît la joie d'épouser, de se marier. Parce que tu as choisi de te marier avec une femme ou un homme. La joie d'avoir rencontré l'amour. S'il connaissait ça, quand les gens lui disent qu'ils vont se marier,
C'est même lui qui devait apporter, demander aux gens qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire. C'est lui. Il devait même dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Mais ce n'est pas notre psychologie. Je le comprends. Nous ne sommes pas conçus dans l'amour. Nous ne sommes pas conçus dans la liberté. Nous sommes conçus dans les restrictions, dans la haine, le contrôle. On a peur d'aimer, on a peur aussi de laisser les autres aimer. Parce que l'amour semble être dangereux. L'amour est dangereux. L'amour est rebelle. Et ayant vécu dans les sociétés de répression et d'oppression, il est possible que beaucoup de gens qui ont vécu dans ces endroits ne connaissent pas l'amour rebelle, ne connaissent pas la liberté, ne connaissent pas la joie d'aimer. Vous allez voir dans nos familles, même en Europe, je vois ça. Beaucoup de parents africains, leurs enfants à 14 ans aiment. La libido commence, les hormones commencent. Je ne veux pas te voir avec elle, je ne veux pas. On tient l'enfant. Pourtant, l'environnement. On amène l'enfant à l'église, on a nombreux, ils vont dans les églises ici, ils chantent Alléluia avec les enfants, ils tiennent les enfants. Fin de fin, la grande majorité des enfants des Noirs, ici, ne sont pas quelque chose. Ils ne sont pas grande chose. Très rares. Pas parce que... Non. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut libérer les énergies. L'amour, c'est la liberté. Donc, en ce qui concerne le prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas connu d'amour. Voilà pourquoi il peut interdire le mariage d'un autre homme. Et comme ils sont nombreux comme ça, puisqu'il n'a pas été... On ne l'a pas pénalisé. Le gouvernement était d'accord avec lui. Ça veut dire que la majeure partie des gens qui nous gouvernent, c'est des gens qui n'ont pas connu l'amour. Parce que quelqu'un qui a connu le goût d'aimer ne peut que le souhaiter aux autres. Quelqu'un qui a connu la joie d'aimer ne peut que le souhaiter aux autres. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se place et veut aimer, il va l'encourager. Parce que seul l'amour transforme. Ça, c'était un point sur le truc. Donc, nous nous battons, nous nous levons au Cameroun. Moi, particulièrement, je me lève pour changer cet état des choses. Qu'il n'y ait plus des gens au Cameroun qui gouvernent. Pourtant, c'est des psychopathes. Que les psychopathes ne nous gouvernent plus. Que des gens qui ne connaissent pas l'amour, les haineux, ne nous gouvernent plus. Parce que regardez le gouvernement, regardez le pays, c'est l'état de haine. La situation qu'on voit là, l'état merdique, c'est la haine simplement, c'est la haine. C'est la haine que vous voyez là. Cette poussière, ce manque d'eau, ce manque d'électricité, ce chômage, cette précarité, c'est la haine, simplement en gros plan. Bonjour à tout le monde. C'est la haine. Il y a mon frère Balas, le Camerounais, qui dit oui, mais Kwale, tous ces milieux ont des avantages et des inconvénients. Parlant des turiféraires du régime, ce sont des pratiques édictées de positionnement et de la conservation du pouvoir. Et ce sont des compromissions avec les clans, les sectes, en conformité avec le système néocolonial. Tout ça, c'est la haine, mon frère ou ma soeur Balas. C'est la haine.
Tout ce que tu cites là, c'est simplement les conséquences d'un milieu propice à la haine, d'une gouvernance propice à la haine, d'une politique de gouvernance propice à la haine. C'est la haine. Ce n'est que dans la haine, dans un milieu haineux, que les gens sont obligés d'aller chercher les positionnements, détenir le pouvoir. C'est des gens qui... Il faut se détester. Il faut se détester, se haïr pour vouloir avoir le pouvoir éternellement. Il faut être capable de haine personnelle pour penser avoir le pouvoir ou pour vouloir détenir le pouvoir éternellement en soi. C'est parce qu'on vit dans des pays qui n'ont pas la compréhension de l'homme. Ou pour nous, le pouvoir, quand on dit un parti politique qui a recherché le pouvoir et qu'on le conserver le pouvoir, c'est faux. Ça vient des définitions des gens qui se détestent. Ça vient c'est la définition des gens qui se détestent. Le pouvoir est tellement puissant. Il est destructif même pour soi. Quand vous le détenez aussi longtemps en tant qu'humain. Le pouvoir est destructif. Regardez ceux qui ont le pouvoir. Regardez-les. Regardez les femmes Ndongo, les machins. Regardez-les. Regardez Obama qui est parti. Regardez la majeure partie des gens qui ont le pouvoir. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils changent. Ils mutent. Ils vieillissent très rapidement. Ils sont obligés d'utiliser les make-up, les blacks, machin. Pas que le pouvoir est mauvais, mais l'idée de le conserver, c'est ça qui est dangereux. Il faut être haineux. Il faut avoir de la haine pour ton corps, la haine pour tes nerfs, la haine pour ton système biologique, émotionnel, mental, pour que tu puisses conserver le pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas concevable. Personne ne peut détenir le pouvoir éternellement. Donc tu es obligé de faire des choses, tu es obligé de te faire des privations. Tu es obligé de te priver de tout. Regarder. Monsieur Biya, ses enfants ne peuvent pas se balader dans Yaoundé. Ils ne peuvent pas aller faire un supermarché. Ils ne peuvent pas tomber amoureux aisément. Ils ne peuvent pas se déplacer. Lui-même, ce monsieur, ne peut pas se déplacer aisément. Parce que tout le monde le déteste. Parce que tout le monde lui en veut. Il a pris quelque chose aux autres. Pas son envie de conserver le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être conservé éternellement. Donc toute personne qui va chercher à le faire est dans la haine. Mais il ne sait pas. Nous ne savons pas ça. C'est de la haine envers soi. Et il faut que tu aies de la haine envers toi pour penser avoir le pouvoir. Conserver le pouvoir tout le temps. Voilà pourquoi je dis c'est des haineux. C'est des gens haineux. C'est des gens qui sont constamment constipés. Je parle de constipation physiologique. Je veux dire qui ont des selles difficiles. Parce qu'ils veulent posséder. La constipation veut dire que ton corps ne veut pas laisser. Ton corps veut tout posséder. Ton corps veut s'accaparer, veut arrêter tout. Alors, le bol alimentaire dure dans l'intestin. Et plus ça dure, plus ça se solidifie. Et ça a la peine de sortir. C'est des gens qui souffrent parce que il faut que je vous dise quelque chose. Comment notre état d'esprit affecte notre corps? Notre état d'esprit affecte notre corps. Beaucoup de maladies que nous avons sont psychosomatiques. Vous avez des problèmes de soucis et vous avez mal au dos.
par exemple. Vous croyez que le mal au dos là vient parce que vous êtes mal assis ou mal dormi? Non. Et parfois même, quand vous avez beaucoup de soucis, vous vous prenez des positions physiques qui entraînent le mal de dos. Donc, votre état mental, les gens qui ont les soucis sont souvent comment? Quand tu te plies comme ça, plus tu as les soucis, plus tu restes comme ça, plus le dos va se torpiller, va se tordre et tu auras mal. L'état d'esprit fait le corps, la qualité du corps. L'état du corps, ça détermine. Beaucoup de maladies sont psychosomatiques. Donc les gens qui veulent le pouvoir à tout prix là, les gens qui veulent conserver le pouvoir, c'est les personnes qui sont généralement constipées. C'est des personnes qui sont généralement constipées. Ça veut dire que quand ils ont la peine à faire les selles. Et comme ils ont la peine à faire les selles, en général, ils deviennent anal fixés. Ça veut dire que leur conscience, toute leur conscience en général est fixée sur leur anus. Puisque l'anus fait mal. Quand tu pars aux toilettes et que tu lâches quelque chose, tu lâches un parpaing. Tu as des blessures, tu as des écarts, des déchirures sur les veines qui sont au niveau du sphincter, Et tu es toute la journée comme ça, les fesses font mal. Donc toute ta conscience est au niveau de l'anus. Toute ta conscience est anale. Tu n'arrives pas. Tu t'assois un peu, tes fesses font mal. Donc c'est des gens en général qui sont constipés et c'est des gens en général dont la conscience est anale fixée. Et vous allez constater que ces gens ont des pratiques sexuelles qui ne sont pas dans la norme. La majeure partie des gens qui ont le pouvoir commencent à avoir des pratiques sexuelles, à vivre des pratiques qui n'ont pas la norme. Parce qu'ils sont anal fixés, ils commencent à avoir des tendances à qu'on gratte leur anus tout le temps. Qu'on touche ça, qu'on mette quelque chose dedans, qu'on boite ça, qu'on gratte ça, parce que ça l'aide, ils détestent cet endroit. Cet endroit leur fait tellement mal. C'est la source de leurs problèmes. Mais ils ne comprennent pas que ça vient d'abord de l'esprit, de leur façon de percevoir la vie, où ils veulent conserver le pouvoir. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence d'abord dans « je veux conserver le pouvoir ». Dès que tu dis que tu veux conserver le pouvoir, automatiquement, le pouvoir va t'apporter quoi? L'argent, la bouffe, les biens matériels. N'est-ce pas? Tu deviens possessif en tout. Tu deviens possessif. Tu veux posséder le pouvoir. Ton état d'esprit devient possessif. C'est aussi comme ça que ton corps devient possessif. Remarquez les ventres, regardez un peu les femmes ndongo. Regardez un peu les femmes ndongo. Oui, Ntolo, Anastasie Blanche, j'ai eu ce genre de problème. C'est pour cela que j'explique bien ce genre de trucs. Et oui, je ne parle pas des choses que les autres écrivent ou lisent. Je parle des choses que j'ai traversées et que j'ai compris. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Donc, Nkolo, Ntolo, Anastasie. Compris? Oui, je ne parle pas les choses des autres. Je parle de ce que je maîtrise. Donc, les gens qui ont le pouvoir, qui veulent le pouvoir, deviennent possessifs. Ils deviennent possessifs. Ils commencent à posséder tout. Ils veulent posséder les gens, ils veulent posséder les femmes, ils veulent posséder les biens, ils veulent posséder la nourriture. Ils mangent beaucoup et ils mangent de la mauvaise des façons. Parce qu'ils sont tout le temps sous stress. Alors, leur corps ne produit pas les enzymes, les enzymes nécessaires. Et les hormones nécessaires pour digérer, ils deviennent constipés. Quand ils sont constipés, ils ont la peine d'aller aux toilettes. Le jour où ils vont aux toilettes, ils ont des problèmes. Alors, ils deviennent anal fixés. Quand ils sont anal fixés, en général, ils commencent à détester leur corps. Détester leurs anus. Et automatiquement, quand on déteste quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à s'en débarrasser.
on cherche, on s'en débarrasser. On n'aime pas, on veut gâter ça. Voilà pourquoi ils commencent à avoir des pratiques sexuelles qui gâtent. Il faut jeter ça. Il faut détruire cet endroit parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Et quand ils ont détesté leur corps, puisqu'ils doivent vivre avec ce corps pendant longtemps, ils ne peuvent pas supporter voir les autres dans un bon corps. Ils ne peuvent pas supporter voir les autres dans un bon corps. Ils deviennent, dans ce qu'on te le dit, agressifs. Ça veut dire quoi? Ils aimeraient que tout le monde, parce qu'ils se sentent marginalisés, parce qu'ils se sentent la minorité. Les gens qui ont le pouvoir, en général, sont une minorité. Ceux qui ont le pouvoir, en général, c'est une minorité. Et cette minorité, dans une grande majorité, cherche toujours à se protéger. Et elle finit par croire que la seule façon d'être en sécurité dans la majorité, c'est de transformer toute la majorité comme soi-même. Il faut que tout le monde commence à te ressembler. Voilà pourquoi vous allez voir que ces gens commencent à infliger des pratiques sexuelles, des pratiques de domination, des pratiques de violence sur les autres. Ils vous proposent des actes sexuels pour vous rendre comme eux. On vous dit non, c'est pour faire la magie, pour prendre ceci. Non, non, il n'y a rien de ça, il n'y a rien de pouvoir là-dedans. En fait, on vous dit que les anus des gens donnent le pouvoir parce qu'on sait que vous êtes assoiffé de pouvoir. Et que vous ne comprenez pas que c'est impossible d'avoir le pouvoir. Que c'est impossible de s'accaparer du pouvoir. Alors vous serez tenté. Vous serez tenté parce qu'on vous dit que ça donne le pouvoir. On raconte ça. Quand les gens parlent, oui, le ministre tel a tchouqué tel, il a fait ceci à tel. C'est là-bas qu'il puise les énergies des jeunes. C'est là-bas qu'ils redeviennent jeunes. Non, c'est faux. Ce qu'on vous dit là, c'est pour créer l'envie, pour susciter en vous l'envie, pour motiver votre goût du pouvoir. Parce qu'on sait que l'être humain aime le pouvoir. Donc s'il apprend que le pouvoir se trouve dans les anus, il est plus sujet, il est plus aisé pour lui de donner les anus. Si les anus donnaient le pouvoir, les blancs passent le temps à faire des sodomies partout. Pourquoi ils n'ont pas le pouvoir? La sodomie, c'est l'acte sexuel, l'un des actes sexuels les plus répandus en Europe. C'est normal même. Mais les gens n'ont pas le pouvoir. Mais c'est au Cameroun qu'on vous dit que si vous donnez les anus, vous aurez le pouvoir. En fait, c'est faux. Ils veulent vous rendre tous comme eux parce qu'ils ne peuvent pas vous supporter d'être différents. Ils ne peuvent pas vivre en minorité. Ils se sentent marginalisés. C'est pour ça qu'ils vont donc entrer dans les sectes. Les sectes que vous voyez en général, ce sont des coins où les minorités vont se cacher. En fait, ce n'est pas ça le départ. Le départ, ce n'était pas pour les minorités. Non. Ce n'est pas ça, en fait, l'idéologie des trucs ésotériques. Mais c'est l'endroit adéquat pour les minorités. Parce que dans les idéologies ésotériques, en général, on parle de liberté, acceptation de soi, acceptation de l'autre et consorts. Alors que la grande société rejette, la grande société est très cruelle. Elle a une vue très stricte. Alors ils vont se cacher dans les sectes. Ils deviennent des francs-maçons, des rosicruciens, des gars du Lions Club, des gars du Bolé, du Doulé et les machins, un tas de trucs. Là-bas, ils sont quand même en sécurité. Là-bas, ils peuvent pratiquer leurs choses et ceux qui sont là aussi, les regards sont les mêmes. Ils se sentent dans la zone de confort là-bas. Beaucoup d'entre eux vont dans ces choses pour chercher le confort social par rapport à leurs déficits mentaux, psychologiques et physiques. Donc ce sont ces gens qui viennent vous interdire les mariages. C'est ça. Ils ne viennent pas interdire les mariages parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ont signé un truc colonial. Non.
C'est des malades. C'est des personnes qui souffrent sérieusement, qui ont des problèmes mentaux. Parce qu'un homme qui a tous ses sens ne peut pas empêcher un autre homme de se marier. Pour quelles qu'en soient les raisons. Parce que le mariage, c'est au moins le symbole que deux personnes s'aiment. Deux personnes se mettent ensemble. Ça n'a rien à voir avec la politique. Maintenant, les gens qui se marient peuvent être des politiciens. Un homme politique peut se marier parce que c'est d'abord un homme. Donc maintenant, si tu es un homme politique, tu ne dois plus te marier au Cameroun. Parce que tes amis, les gens qui viendront sont les gens politiques. Ce sera des hommes politiques aussi. Et ça sera appelé réunion politique. Ça sera appelé je sais pas quoi, un meeting. Un mariage devient un meeting parce que les gens qui sont là ne sont plus des hommes. Ce sont des politiciens. Comme si être un homme et être politicien, c'est deux choses différentes. C'est parce que eux, ils ne sont plus des hommes. C'est parce que eux, ils ne sont plus des hommes. Voilà pourquoi ils conçoivent. Voilà pourquoi ils conçoivent ce genre de fiches ou d'accusations. Pour eux, quand ils sont entrés dans la politique, ils sont devenus des machines, des animaux. Et ils aimeraient que vous tous, vous deveniez des animaux. Voilà pourquoi ils font la différence entre l'homme politique et l'homme qui ne fait pas la politique. L'homme politique, pour eux, ne doit pas se marier. Il doit être un type qui est haineux, un type qui est glacial, un type qui n'a pas d'amour. Un type qui n'a pas d'amour. Si un homme politique veut se marier, il doit se marier seul. Il doit faire une demande qu'il veut se marier. Il veut se marier. Parce que si, et le préfet va dire, non, tu ne te maries pas parce que les gens qui vont venir seront tes amis. Et tes amis sont quoi? Ce sont des gens politiques. Ce sont les politiciens de ton camp. Alors ça va ressembler à un meeting politique, à une réunion politique. Et la loi interdit les réunions et les meetings politiques. Non, ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière tout ça. C'est des personnes, comprenez que les gens qui nous dirigent sont des personnes qui sont psychologiquement malades. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de notre aide, nous le peuple camerounais. Nous sommes la majorité. Ils sont la minorité en général. Ils sont la minorité. Ils ont des problèmes mentaux, des problèmes de santé. C'est nous qui devons les libérer. Ce sont nos frères. Ils souffrent énormément. Et quand nous allons les libérer de ça, on va créer des hôpitaux psychiatriques, des prisons psychiatriques. On va instaurer la psychanalyse, la psychologie. On va ouvrir des universités pour que les Camerounais apprennent what is human being. Pour que ce genre de choses n'arrive plus. Que ce genre de gouvernance ne vienne plus jamais au Cameroun. Qu'on soit dirigé par des gens qui ont des anus qui leur font mal. Qu'on soit dirigé par des gens qui sont constipés. Qu'on soit dirigé par des gens qui bouffent la merde. Qui aiment l'odeur du caca. Ils peuvent, chacun peut avoir ses pratiques sexuelles chez lui. Mais en tant que dirigeant, ça ne doit pas être ça. Vous pouvez faire vos choses chez vous. Mais au Cameroun, c'est devenu la norme. Si tu veux entrer quelque part, tu veux faire quelque chose, c'est d'abord ça. Tu dois aimer les cacas. Tu dois être haineux. Tu dois haïr ton prochain. Tu dois être un monstre froid.
Tu ne dois pas être un homme. Tu ne dois pas te marier. Si tu veux devenir quelqu'un au Cameroun, tu ne dois pas te marier. Si tu te maries, tu saches que tu ne seras rien. Ça prouve même que tu n'es rien. La preuve, quand tu es quelqu'un et que tu veux te marier, on fouille. Tu es d'abord quoi? Politicien, machin. Ok. C'était ce que j'avais à dire sur Dibou Nissa. Je passe à la deuxième partie. Et il s'agit ici de notre frère Nganou. J'aimerais d'abord dire quelque chose. Je voulais vous poser une question, vous qui me suivez. Une réalité est que beaucoup de Camerounais qui sont pour le changement sont de l'Ouest. Ça, c'est une réalité, beaucoup. La majeure partie des gens du Sud, du Centre, sont beaucoup plus du côté du régime. On a très peu, comme moi, qui sont vraiment engagés, bien qu'on connaît. La grande majorité des combattants sont les gens, la grande majorité, pas tous, sont les gens de l'Ouest. J'ai connu Nganou dans les réseaux sociaux et il a été mis en avant par les combattants. Les combattants parlaient de Nganou. Nganou, c'est un grand combattant, c'est un boxeur, il a combat ce soir ici, c'est un machin. Comment on appelait, vous disiez souvent ça, je me rappelle, que c'est voilà, les gens qui rendent le pays fier, le Cameroun fier et qu'on sort. Moi, je veux vous poser une question. Et vous n'avez pas besoin de me répondre. Répondez à vous-même. Pourquoi est-ce que vous êtes contre Nganou? Est-ce que c'est parce que c'est un frère Bamileke qui faisait la fierté du Cameroun et la fierté des Bamileke et qui n'est pas censé être du côté du régime, des boulots? Vous l'avez supporté. Est-ce que c'est pas ça? Je ne dis pas que, ne dites pas que Kwale m'a accusé, Kwale a dit des choses terribles. Je dis, je sais pourquoi je vous pose, je veux que vous vous questionnez dessus. Parce que nous allons avancer. Est-ce que Nganou vous fait mal? Aujourd'hui, tu vois les réseaux sociaux, tout le monde tire sur lui. Je pose la question. Est-ce qu'il vous fait mal parce qu'il a dansé avec les militaires? Ou il vous fait mal parce que c'est quelqu'un de l'Ouest qui a fait l'honneur des gens de l'Ouest? Pour beaucoup qui sont tribalistes ou bien qui ont des tendances tribalistes, qui était une grande emblème, il était une image de l'Ouest, qui a fait la fierté du Cameroun, ça donne la force, ça donne comment on peut dire, ça donne de la force ou bien de la fierté aux gens de sa région. Et vous êtes dessus de voir que Nganou, ce gars de l'Ouest, qui fait la fierté du Cameroun, que vous avez supporté en tant que combattant, s'est filmé avec des militaires et a fait des choses avec des militaires. Je ne vous accuse pas. Écoutez-moi très bien, je ne vous accuse pas. Je pose la question, que chacun se pose la question. Pourquoi est-ce que je tire sur Nganou? Si c'est parce qu'il a soutenu le régime, pur et simple, simplement, allez fouiller au fond de vos émotions. Parce que pourquoi vous avez d'abord soutenu Nganou? Quel était ce qui vous faisait soutenir Nganou avant? Parce qu'il était quoi? Champion du monde. Champion d'Afrique. Grand boxeur camerounais. Ou grand boxeur camerounais venant de l'Ouest. Il faut que vous vous posez ces questions pour purifier, pour voir les véritables raisons pourquoi vous tirez sur lui. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter ce qu'il a fait? Quelqu'un d'autre aurait pu faire ça. La façon oui, je suis d'accord, Balas, je suis très d'accord. Moi-même, je suis je suis très d'accord. Je suis d'accord avec ça.
Je questionnais seulement de telle sorte que ça ne passe pas inaperçu dans votre esprit. Que ça ne passe pas, ne soit pas motivé par ça. Là, votre revendication, votre position est pure. C'était juste une question, c'était un point où chacun peut réfléchir, chacun peut voir pourquoi. Bon, maintenant, vous savez, nous tous, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école primaire, au lycée, on nous donnait les bulletins chaque fin de trimestre. Et nous devions aller à la maison, rendre compte à nos parents. Ne vous plaignez, ne vous fâchez pas, n'allez pas dans les émotions. C'était un questionnement. C'était un simple questionnement. C'était un simple questionnement. Non, n'allez pas dire qu'on allait accuser le tribalisme. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je voulais que ce soit clair, que chacun se questionne lui-même. Pourquoi est-ce que je suis amer, tant amer? Parce que je n'ai pas vu une cabale aussi forte envers un Camerounais en un soir, en une journée, comme celle que j'ai vue sur Ngannou. La déception, c'était comme si Ngannou avait d'abord promis aux Camerounais qu'il n'est pas du côté du régime. C'est comme si Ngannou avait d'abord dit quelque chose avant, et puis il a déçu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si Ngannou avait d'abord fait des preuves de patriotisme avant, ou bien de quelqu'un qui est du côté du peuple avant, et puis après il a changé. C'est un peu comme, moi c'est un peu comme ça que c'est un peu, je suis déçu, vraiment Ngannou, non vraiment Ngannou, toi, vraiment quelqu'un d'autre. Je me pose des questions, mais ce mec, je ne le connaissais pas. Deuxièmement, il ne disait rien en tant que Camerounais politique, puisque la majeure partie des Camerounais sportifs, machin, superstars, sont en général indifférents. Ils sont en général indifférents. Donc je ne serais pas surpris de voir, comment ils s'appellent, comment ils vont. Je ne serais pas surpris de voir un artiste camerounais avec le billet. Moi, honnête, je ne serais pas surpris. C'est le contraire qui va me surprendre. Que la majeure partie des sportifs, des stars, machin, ne soit pas avec le régime. Donc, moi, peut-être vous avez... je me dis que peut-être vous avez une histoire de Ngannou que vous connaissez, une histoire où il avait déjà été du côté du peuple et que cette photo qu'il a faite vient vraiment vous décevoir. Donc, allons fouiller au fond de nous. Pourquoi il nous déçoit tant? Pourquoi Ngannou nous déçoit tant? Allons fouiller, c'est tout. Bon, maintenant, on devait poser... Oui, Colette Wafo. En fait, Colette Wafo dit, ton questionnement est perturbant. Exactement. Vous savez, nous devons polir le charbon pour qu'il devienne le diamant. Pour que le diamant en ressort. Le diamant, c'est du charbon. Mais pour qu'il y ait de la valeur, pour qu'il puisse être vendu au marché, il faut le polir. Moi, je pose des questions perturbantes pour qu'on puisse polir le tribalisme en nous. Qu'on puisse vraiment faire ce travail. Qu'on puisse vraiment faire ce travail. J'ai profité de ces questionnements pour qu'on fasse ce travail. Ça n'a rien à voir avec l'accusation. Ça n'a rien à voir avec Ngannou, tribalisme ou bien non. Je me questionne simplement. Je regarde le comportement des gens et puis je me questionne. Et je partage le questionnement avec vous. De telle sorte que s'il y a même une tache tribale ou bien une cicatrice tribale dans notre comportement, qu'on regarde ça et que on soit clair avec ça. Qu'on soit clair avec ça. C'était tout. Bon. On devait aller donner dans
on devait aller donner les bulletins à nos parents. Nos parents devraient nous dire qui nous sommes. Nos parents devraient nous dire s'ils nous aiment. Leur regard, quand tu donnais ton bulletin à ton papa ou à ta maman, et qu'à l'intérieur, il y avait la sous-moyenne, le regard de tes parents te disait quelle est la valeur que tu as à leurs yeux. Et les parents nous disaient que nous devons leur faire honneur. Nous ne faisons pas honneur aux parents. Quand nous avons une sous-moyenne, nous ne leur faisons pas honneur. Parce que quand ils marchent au quartier, on dit voilà l'enfant de l'échoué là. Du perdu, de l'égaré là. Voilà l'enfant du vaurien, voilà le vaurien, le monsieur qui a fait les vauriens. Donc, les parents étaient très axés sur les bulletins et les notes. On devait leur faire honneur. Quand tu avais la sous-moyenne, tu n'étais pas l'enfant de papa. Tu n'étais pas l'enfant aimé de papa. Tu n'étais pas l'enfant aimé de maman. Quand tu avais la moyenne, tu étais le meilleur fils de ton père, le fils légitime de ton père, en fait le fils légitime de ta mère. Quand tu te comportais mal, tu étais l'enfant de ta mère. Tu étais le fils de ta mère. Tu es le fils de ta mère. Quand tu te comportes bien, tu es l'enfant de ton père. Quand tu rapportes la bonne moyenne, tu es l'enfant digne de ton père. Tu lui ressembles. Monsieur Nganou a vécu dans ce genre de milieu. Parce que nous tous, nous avons vécu dans ce genre de milieu. Où le père de la nation, le père de la maison, le chef de famille a un très grand impact dans notre psychologie. Nous devons tout le temps nous rassurer que le père est d'accord avec nous. En grande majorité, nous sommes faibles face au père. Parce que le père représente ici l'autorité dans la famille. Les familles en majorité, ceux qui ont eu les pères. Même si le père est un soulard, même si le père est un fou, même si le père est quoi? Dans la famille camerounaise, on vous dit que le père a besoin de dignité, d'honneur. Le père représente quelque chose de très important. L'enfant têtu, c'est l'enfant de la femme. L'enfant qui est droit, c'est l'enfant du père. Prenez donc le peuple comme étant la femme. Prenez l'État comme étant le père. L'État, c'est le père, le peuple, c'est la femme. Si tu te mets du côté, tu te comportes de manière rebelle contre l'État, tu es du peuple. L'État te rejette. Tu n'es pas reconnu par le père. Le père ne t'accepte pas. Tu es indigne au père. Cette souffrance du père, de l'autorité parentale, affecte les Camerounais énormément. Dans vos propres vies. Si vous avez un problème, vous êtes une femme, vous avez un problème avec votre mari à la maison. Vous appelez qui? Votre père. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et qu'on fait la réunion de famille, on dit le père va parler. Quand le père a parlé, vous-même vous commencez à accepter. Le père a un très grand impact. Lorsque vous faites des études, on vous envoie faire des études en Europe. Et que vous n'arrivez pas à finir vos études, vous avez peur d'annoncer ça à qui? À votre père, s'il existe. Parce que le père représente l'autorité sociale. Donc, vous devez tout faire pour plaire au père. Pas à la mère. La mère vous porte, ça suffit. Elle vous accouche, ça suffit. Mais tout ce que vous devez faire, c'est plaire au père. Regardez vos propres vies. Vous allez constater que vous voulez plaire à votre papa. Vous voulez plaire à vos parents. Vous voulez leur prouver que vous êtes les enfants dignes, que vous êtes les bons enfants, que vous avez retenu les leçons.
que vous avez réussi. Ils vous ont toujours dit que vous êtes des vauriens. Vous voulez leur montrer que vous avez réussi. Que vous n'êtes pas un vaurien. Nganou donc. Nganou, c'est quelqu'un qui a souffert de ça. C'est un jeune homme à qui on a toujours dit qu'il ne vaut rien. Il doit prouver à son père qu'il vaut quelque chose. Et le père, c'est un symbole. Ça veut dire que si ce n'est pas le père, si le père géniteur est mort ou bien n'existe pas, non, l'enfant va chercher le père qu'on appelle l'État. L'État devient son père. Il va chercher à prouver à l'État camerounais qu'il est devenu quelqu'un. Il va chercher à plaire à l'État. La photo que Nganou a filmée avec sa maman, l'endroit où Nganou a filmé avec sa maman, c'est un millionnaire. Je veux dire que c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent dans son sport, le combat. Vous avez vu l'endroit où il a filmé avec sa maman? Est-ce que vous avez vu la différence de l'endroit où il s'est filmé avec les militaires? Vous avez vu? L'endroit où maman vit, l'endroit où le peuple vit, il mange dans les tournes d'eau, bouillis, avocat, pour vous montrer que c'est bien de rester comme ça. Il n'est pas là pour vous plaire. Vous, il ne vous plaît pas. Il n'a pas besoin de vous plaire, pas besoin de vous construire des maisons. Il n'a pas besoin de vous amener dans les restaurants. Il est là pour plaire le Père, l'État. Il veut prouver à l'État qu'il est important dans ce Cameroun. Cette maladie mentale, ce problème psychique que nous avons tous, jusqu'à ce qu'on prenne conscience, c'est qu'on veut faire toujours, on veut plaire. On veut plaire. On veut plaire. Vous voyez que sa maman est dans une cuisine foutue, dans un endroit vraiment insalubre. Lui qui vit en Europe, qui a les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens. On peut tous être en Europe, on n'a pas les moyens de construire à nos parents des trucs. Donc je ne suis pas en train de condamner les gens qui sont en Europe. Je dis, lui qui dit qu'il est devenu un grand monsieur, qu'il a traversé, il a fait ceci, il a fait cela. Quand il rentre au pays, il va où? Il va rencontrer sa mère dans le taudis. Il mange par terre avec sa mère. Mais avec les militaires, ils portent des belles tennis, les militaires sont bien habillés, ils sont dans les camps, ils mangent dans les plateaux, les fruits, les choses. Quand il va rencontrer les Camerounais, quand il veut rencontrer les Camerounais, c'est dans les tournes d'eau. Il passe le message aux Camerounais que l'argent, la richesse, ce n'est rien, le bien-être, ce n'est rien. Voici la bonne vie, mangez dans les tournes d'eau avec vous. Regarde, moi, je descends manger avec vous dans les tournes d'eau. Parce que c'est ça votre vie. Et c'est comme ça que ces stars, c'est comme ça que ces gens éduquent le peuple. Le peuple commence à se croire qu'il est dans une bonne situation. Si une grande star rentre au Cameroun, s'assoit dans les tournes d'eau, ça veut dire que les tournes d'eau sont valeureux. Ça veut dire que c'est beau d'être là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'asseoir dans les tournes d'eau. C'est pas ce que je dis. Quand tu as même, parfois, et que tu rentres au pays, tu n'as pas où dormir, tu peux même te cacher. Même quand tu dors dans une chambre sale, tu te caches, tu ne filmes même pas ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'au XXIe siècle, ce qu'une grande star présente au monde entier, c'est que c'est beau, c'est bien d'être du sous-quartier. D'être... J'ai même vu des Camerounais qui disent, tu es Don Kwata, tu es du Don Kwata.
Tu es dans le Don Kwata. Les gens disent, tu es un gars du Don Kwata. Mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lui dire. Vous êtes en train de lui dire que exactement il a raison. Vous êtes contre lui. Vous vous dites que vous êtes contre lui, n'est-ce pas? Vous êtes contre lui. Non, vous n'êtes pas contre lui. En disant qu'il est un gars du Don Kwata. Parce qu'il dit que tu es le gars du sous-quartier. Et c'est ce qu'il fait. C'est un gars du sous-quartier. Il n'est pas là pour sortir du sous-quartier. Il n'est pas là pour sortir les Camerounais du sous-quartier. Ce n'est pas son objectif. Il n'est pas là pour sortir comme un sous-quartier. Donc il a raison de se filmer dans les tournes d'eau avec sa maman malade, les pieds dans un taudis. Il en a raison. Je ne sais pas pourquoi vous le combattez. Vous l'appelez Don Kwata. Et qui doit prouver qu'il est du Don Kwata. Comme si les gens du Don Kwata peuvent sauver les gens du Don Kwata. Non. Quelqu'un du Don Kwata ne peut pas sauver quelqu'un du Don Kwata. Quelqu'un du Don Kwata, c'est un quartier-zard, c'est quelqu'un qui n'a rien. Donc c'est les gens qui doivent aider les autres. C'est eux qui peuvent tirer les autres. Nganou, c'est Nganou, il est devenu, il atteint quelque chose. C'est lui qui doit tirer les autres de la misère. C'est lui qui doit montrer la voie de la libération. C'est lui qui doit montrer comment on peut vivre mieux. C'est lui qui doit œuvrer dans ce sens. Non, mais lui, il va entraîner les militaires. Il va rendre les Camerounais plus durs. Pourtant, on nous dit depuis que l'armée camerounaise est bien entraînée. Que l'armée camerounaise est une arme. Le BI, c'est une armée bien entraînée. Quand Nganou rentre, il va entraîner les militaires. Pendant ce temps, les tournes d'eau où il mange, les gens croupillent tous les jours. Pendant ce temps, la cuisine est foutue dans son village. Et les gens ont des problèmes tous les jours. Pendant ce temps, au Cameroun, Biya n'est pas au pouvoir. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Nganou. Pour lui, le pays va bien. Tout marche bien. Il n'a pas besoin de prendre position. Il n'est pas un homme politique. Il n'est pas un homme politique. Mais il mange dans les tournes d'eau. Il mange dans les tournes d'eau dans un pays où il devrait avoir des véritables restaurants. Il mange dans des coins insalubres, dans un pays où la politique a permis que ce ne soit que ces coins-là qui sont les endroits où les gens peuvent manger. Ceux qui peuvent manger dans un restaurant fermé, je pense même fermé, c'est ceux qui ont un peu, qui ont dupé, qui ont pris ici, qui ont pris là-bas. Il y a mon ami Ntolo Anastasie qui dit donc quoi, les riches ne peuvent pas manger au tourne d'eau. Les riches ne doivent pas manger au tourne d'eau. Pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne doivent pas manger au tourne d'eau. Parce que le tourne d'eau, c'est l'époque de la pauvreté. C'est une époque. Les riches ne doivent pas manger au tourne d'eau. Les riches doivent se rassurer que les tournes d'eau disparaissent. Manger au tourne d'eau n'est pas un honneur. Ce n'est pas valeureux. Les gens mangent au tourne d'eau parce qu'il n'y a pas le choix. Ils ne mangent pas au tourne d'eau parce qu'ils aiment ça. Ils sont obligés de manger au tourne d'eau. Le riche n'est pas obligé, il a le choix. Donc s'il va au tourne d'eau, c'est pour changer le tourne d'eau en restaurant normal. S'il va au tourne d'eau, c'est pour changer le tourne d'eau en restaurant normal, moderne du 21e siècle. Quand les riches vont dans les tournes d'eau, quand ils vont acheter leur voiture, ils n'achètent pas leur voiture dans la poubelle. Ils n'achètent pas leur voiture à la poubelle. Ils vont acheter des puissantes voitures.
dans les grands magasins. Quand ils traînent les femmes, ils ne les amènent pas dans les poubelles. Pourquoi lorsqu'il s'agit du Cameroun, pourquoi lorsqu'il s'agit de la vie, du bien-être commun, pourquoi là-bas on pense qu'il faut descendre dans les tours d'eau, là-bas il faut négliger, il faut faire comme si. C'est comme ça qu'on entretient la pauvreté. Je sais que c'est la nostalgie. Je sais. Je comprends un tolo, Anastasie. Le tourne-dos, c'est la nostalgie, je sais. Mais, à un moment, on doit dépasser la nostalgie. Si tout le monde reste accroché à la nostalgie, on ne va pas transformer le Cameroun. On va garder certaines personnes pauvres pour satisfaire nos nostalgies. Il est possible que on garde certaines personnes pauvres, alors qu'on peut transformer leur vie juste pour protéger et satisfaire nos nostalgies. C'est méchant. C'est méchant qu'on a la possibilité d'élever la vie des autres. Mais pour nos nostalgies, on les laisse comme ça. C'est pour ça que vous allez voir la majeure partie des gens riches, leurs villages sont pauvres, les maisons sont cassées, les gens où ils habitent. Parce que s'ils changent le village, leurs nostalgies vont disparaître. Ils vont souffrir de nostalgie. C'est pour ça que Nganou, sa maman est dans la cuisine avec la photo. Peut-être qu'il a changé maintenant, peut-être. Mais beaucoup de gens laissent leur village, leurs frères, leurs soeurs. Ils vont à Yaoundé, vivre à Yaoundé, et ils rentrent tous les week-ends faire les deuils avec les chèvres, les poules. Et les gens du village se disent que le village est tellement super parce que les gens des grandes villes viennent tous les week-ends ici, ils tuent les chèvres, ils donnent la nourriture aux chefs, ils font ceci, ils font cela. Alors le village est beau, le village est bien, le village est comme cela. Vous allez remarquer que vous allez voir les grands riches là, dans notre pays, allez dans leur village. Le village doit rester pauvre parce que eux, ils veulent satisfaire les nostalgies. Parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser la nostalgie, ce sentiment avide. Ils n'arrivent pas à faire la distinction. Alors, ils gardent les gens dans le sous-développement. C'est pour ça que le régime Biya garde le Cameroun dans le sous-développement. C'est la nostalgie. Les personnes qui dirigent le pays, c'est des nostalgiques. Non, non. Ma soeur, ma soeur n'a dit que moi, je meurs d'envie de kaolin. Des fosses. Dans mon bureau, vraiment, je ne vois pas. Regarde, ma soeur, je peux te vendre le kaolin et je l'emballe bien. Je peux te vendre le même kaolin que tu manges. Et je l'emballe très bien. Je le rends moderne. Et tu le manges. C'est le kaolin que tu veux manger. Tu ne veux pas manger l'idée du kaolin. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas manger des beignets haricots. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas boire le vin de palme. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas... Non, je suis en train de dire que il ne faut pas que nos nostalgies nous gardent prisonniers du sous-développement. Parce que c'est en fait ça, psychologiquement, qui est le problème. Chez nos multimillionnaires, chez nos stars, chez nos dirigeants. Ils sont des nostalgiques. Et nous entretenons ça. Nous entretenons la pauvreté parce que nous n'arrivons pas à dépasser nos nostalgies. En Europe, les Nganou, il y a des millions dans son domaine. Et dans son domaine, il y a des centaines de milliers comme lui. Et dans son domaine, il y a ceux qui le dépassent de loin. En Europe, ce n'est pas rare, les boxeurs, les champions, dans leur domaine. C'est rare au Cameroun, les boxeurs champions.
C'est très rare. En Europe, Ngannou n'est rien. On ne le connaît pas. À part nous, c'est nous qui le connaissons parce que nous partageons ces vidéos. Et quelques managers, quelque chose là qui passe un peu. Mais j'ai dit dans la compétition de boxe mondiale, Ngannou n'est pas connu. Si Ngannou marche dans la rue ici, en Allemagne, les gens ne vont pas le reconnaître. On ne le connaît pas. Donc, quel est le seul endroit pour qu'un Ngannou se sente... Ici en Europe, il y a tellement de personnes comme lui ou des personnes qui sont plus que lui. Très peu de personnes sont moins que lui. Très très peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le seul endroit où Ngannou est quelqu'un, c'est où il n'y a pas. Où il n'y a pas de champion, où il n'y a pas de millionnaire, où il n'y a pas de personnes qui ont réussi, où il y a la grande majorité trime dans le chaudron. C'est là-bas qu'il a de la valeur. Ngannou a la valeur au Cameroun. Ngannou, quand il marche au Cameroun, les gens applaudissent. On fait les cercles. Les gens crient. Il se sent valeureux. Enfin, il a réussi. Enfin, il a réussi. Les gens ont besoin d'attention. Comprenez? Les gens veulent être importants. Les enfants camerounais sont nés dans des milieux où on ne donne pas l'importance aux humains. Donc, ils quittent, ils prennent la Méditerranée, ils prennent les avions, ils prennent tout. Ils vont chercher la valeur à l'extérieur. Quand ils retournent au pays, ils sont reconnus comme étant importants. Et c'est cette maladie que prennent la majeure partie de ces stars. Ou des gens de la diaspora en général. On n'est pas vraiment bon. On n'est pas vraiment bon. Les gens comme les Richard Bona sont très rares. Les gens comme les Eto'o-Fils sont très rares au Cameroun. Richard Bona n'a pas besoin de rentrer au Cameroun pour être reconnu comme important. Il n'a pas besoin. Mais la grande majeure partie des Camerounais, la diaspora, ne trouvent que leur importance. Si quand ils rentrent au Cameroun, tous les mois, ils sont au Cameroun. Tous les 3 mois, ils sont au Cameroun. Tu es où? Je suis au Cameroun, les vacances ici. Tu es où? Je suis au Cameroun. Parce que c'est au Cameroun qu'on les applaudit. Il y a trop de pauvres là-bas. Trop de personnes qui manquent des choses là-bas. Il y a des gens qui sont simplement avides de tout. Là, quand il y a une seule personne qui vient avec quelques euros, avec une voiture et avec un titre, un diplôme, c'est terminé. Il est le patron là-bas, il est bien vu. Et puis les gens se réjouissent de ça. Mais ils vont la nostalgie, ils vont là-bas, ils mangent avec vous dans les tourneaux d'eau, dans les soya. Vous voyez les photos, on a planté des rails, dit ça c'est le pays, ils sont en train de manger. Waouh! Là-bas, il est le président. Mais vous ne voyez pas que cette mentalité a entretenu la pauvreté au Cameroun. Parce que quand on rentre au Cameroun, on va au Cameroun pour puiser de l'énergie des autres qui nous applaudissent, qui nous regardent. On ne va pas élever leur vie. On ne va pas élever leur niveau de vie. On ne va pas là-bas leur apprendre à devenir des hommes responsables. On ne va pas là-bas leur apprendre à ouvrir leur esprit, à trouver... Non, on va là-bas, on entretient leur mode de vie. On entretient simplement leur mode de vie, puisqu'on veut plaire. On veut garder ce pays aussi pauvre comme ça, pour que nous, de la diaspora, nous les champions, nous les grands sportifs, nous les stars, que nous ayons maudit quand on rentre. Mais ce qui est misérable, c'est que, même si Ngannou, même si Eto'o-Fils, même si qui, quand tu rentres dans un pays comme ça, même si tu vas t'installer avec tes millions,
tu n'es jamais en sécurité. Parce que la grande majeure partie des personnes attendent juste l'occasion. Ils attendent juste l'occasion pour tout arracher. Et tu seras tellement il y aura tellement de problèmes autour de toi que ton argent ne va servir à rien. Allez voir le combat, les combattants. Oh, le combat a trop duré. C'est parce qu'ils veulent rentrer au Cameroun. Le combat a duré, ça dure trop. C'est parce qu'ils veulent. Ils sont meilleurs préparés même au Cameroun, même avec les armes. Juste pour entrer au Cameroun là. Parce que ce n'est que là-bas qu'on va les applaudir. Ici, ils sont qui? On est qui ici? On est dans les réseaux sociaux. Nous sommes qui ici? On réalise qu'on atteint quoi? Nous sommes importants, qui nous connaît. On marche en ville là, dans l'anonymat. Alors que si je deviens un grand combattant qui descend au pays avec mon Kalachnikov, les enfants vont passer. Combattant, wow! Si on m'arrête même, mon nom va sortir à la presse. Le combattant Belko est descendu et Belko a été tenu par la presse. Ça va passer à Equinox. Un combattant vient de descendre pour chasser le régime et il est à Equinox le soir, va parler de ça. Waouh, on va t'interviewer. Ouais, je suis au pays. Parce que tout le monde est pauvre, les gens ne sont rien, les gens ne sont pas importants, les gens ne mangent pas, les gens ne boivent pas assez, les gens ne se soignent pas, les gens n'ont pas de perspective. Donc, il serait important de comprendre le phénomène Nganou. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Le phénomène Nganou, c'est un phénomène. Ce n'est pas Nganou, la personne Nganou, c'est un phénomène. C'est une psychologie, ça a toujours été comme ça. J'ai observé ça 15 ans en Europe. J'ai observé le comportement des Camerounais. Quand un de mes amis va au Cameroun, il ne va pas élever la vie des gens. Non, il va partager l'argent. Il va donner la leçon aux Camerounais que votre libération vient de quand on vous donne l'argent. Quand il arrive au Cameroun, il partage l'argent. Tel problème, il résout. Tel problème, il résout. Vous voyez les Camerounais qui se battent ici pour partir au Cameroun avec 10 000 euros argent de poche pour aller résoudre les minables problèmes des gens. Pour aller partager l'argent et jouer les présidents d'un jour. Ils ne vont pas là-bas dire non, vous pouvez faire comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne vont pas là-bas pour éveiller les consciences. Ils disent eux-mêmes d'habitude. Gars, je go m'éclater. Je go vivre. Nganou est parti vivre. Vous lui en voulez maintenant parce que lui va vivre. C'est le même pays où nous allons tous vivre. Parce que personne ne veut prendre la responsabilité de lever la vie des autres. Tout le monde va, quand le collègue vient, le frère vient du retour au pays. Non, c'est terrible. Les photos qui tombent sur les réseaux sociaux. Il était dans telle boîte de nuit. Il était dans tel bar. Il était dans cette boîte de nuit, il y a les gens du billes dedans. La majeure partie de nos frères sont dans l'armée. D'autres sont des fonctionnaires. Mais ce qu'on parle là-bas, on parle de ça. Non, on ne parle pas de ça. On va garder les gens, on ne pas satisfaire nos nostalgies. Le pays est beau comme c'est. C'est maintenant que nous commençons à être conscients. C'est maintenant, depuis le 7 octobre 2018, que le président élu s'est levé. Que le peuple camerounais a commencé à prendre conscience. C'est maintenant. Voilà pourquoi maintenant, on voit un artiste dit ceci, on est wow, pourquoi tu as fait ça? On voit nos deux, wow, pourquoi? Non. Épurons nous-mêmes. Épurons-nous de ces habitudes. Le phénomène Nganou nous appelle à prendre conscience de nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous comportons nous-mêmes? Quand on parle à nos frères qui sont au pays, qu'est-ce qu'on leur dit?
Ils appellent. J'ai besoin de ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Directement, on entretient la pauvreté. Directement. Oh, vous demandez trop. Ok, je vais t'envoyer ça demain. Hein? Ok, super. Qui parmi vous peut rester sans envoyer de l'argent pendant 1-2 mois? Beaucoup de personnes sont incapables de le faire. Bien qu'ils sont en train de combattre le régime. Mais ils sont incapables d'avoir des conversations avec leur famille sans parler d'argent. Puisqu'il n'y a rien à dire à leurs frères et sœurs. Il n'y a rien. S'ils commencent ce sujet politique, la conversation va se couper. N'est-ce pas, non? Elle va se couper. Donc, la seule conversation que les gens ont avec les gens du pays, c'est disait qu'un Djang est malade, voilà la rentrée scolaire, on fait comment? Disait qu'un Gofou, et papa, que vraiment, il faut aider. Oui, on veut changer le pays, mais est-ce qu'on va leur changer si dès que je n'ai pas parlé, les enfants ne vont pas à l'école, ça sert à quoi? Ah, oh, ma mère, mon père. Tchouk, 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 tchouk. On entretient. On entretient. Je ne dis pas qu'on ne doit pas envoyer. Ce n'est pas ce que je dis. Mais regardez. Questionnez-vous pourquoi vous êtes motivé plus dans ce genre de choses. Pourquoi on fait plus ça? Parce que nous voulons plaire. Nous voulons plaire à nos parents. Nous voulons plaire à nos soeurs. Nous voulons plaire à nos grands-parents. Nous voulons plaire. Et on accuse Nganou maintenant. Il veut simplement plaire. Nganou, c'est un Camerounais qui est comme la grande majorité des Camerounais qui veulent plaire. Tu ne peux pas avoir fait la... J'ai appris qu'il a bosaillé. Il ne peut pas avoir fait tout ce long parcours et rentrer au Cameroun se cacher. Vous êtes courageux. Lui, il veut aller montrer qu'il a réussi. Lui, il veut aller montrer que lui, il a réussi. Il veut que les Camerounais le reconnaissent comme un homme important. J'ai posé la question à mon papa quand il m'a appelé pour me dire qu'il me régnait. Je lui ai posé une question. Est-ce que lui-même, il n'est pas une victime de ce système? Est-ce que ce système ne l'a pas lui-même écrasé? Est-ce qu'il n'est pas en train de subir la pauvreté de ce système? Je lui disais ça pour comment? Parce que je ne lui envoie pas l'argent. Je ne lui envoie pas de l'argent. Bon, certes, parfois, mais ça fait très même longtemps. Depuis que cette lutte a commencé, je ne lui envoie pas de l'argent. Parce que je pense que c'est eux les parents qui sont supposés motiver les jeunes dans la maison à changer leur destin, prendre leur destin en main. Mais eux, ils s'asseyent dans le silence et ils nous demandent de nous taire. Ils nous demandent de nous taire. Je lui ai dit, est-ce que ce système ne t'a pas écrasé toi-même? Regarde la pauvreté dans laquelle tu vis. Tu attends quoi? Tu attends que moi, j'envoie l'argent. C'est ça. Je lui ai dit, tu attends que moi, j'envoie l'argent. Tu comptes sur moi. Tu attends. Tu as l'occasion. Vous avez l'occasion. Tu me dis d'arrêter. Tu me dis d'arrêter, de me taire. Tu ne veux plus voir ça parce que toi, ça ne te fait pas honneur. Je dois te plaire. Il dit à mon père, je dois te plaire. Non, tu attends que c'est moi qui te sorte de ta misère dans l'eau. Il est resté tranquille. Et je lui ai dit que je continue. Donc je l'appelais pour lui dire que moi je continue. Que lui peut faire ce qu'il veut. Il peut régner, il peut jeter, il peut faire ça. Ça ne gêne rien, ça ne m'empêche pas.
Parce qu'on ne peut plus continuer à entretenir. Mais le Ngannou, là, c'est un phénomène camerounais. C'est comme ça qu'on passe le temps à faire. On entretient, on entretient, on entretient, on entretient. On va au Cameroun, on se filme avec les pauvres, on mange avec les pauvres, on dit que c'est l'humilité. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est l'entretien de la pauvreté. Quand les Camerounais, je vous dis que tout le monde veut être important. Quand un Camerounais sait que son tourne-dos, c'est là où les stars viennent s'asseoir, le Camerounais commence à croire que le tourne-dos est important et il commence à croire qu'il est devenu quelqu'un d'important. Il ne veut plus changer. Il ne veut plus changer ça. Parce que les stars viennent s'asseoir dans son tourne-dos. Mais si tu es une star, tu es un riche, tu es, je sais pas, quelqu'un de bonne volonté, tu vas, tu as une famille, tu as un cousin, un oncle qui a un tourne-dos, tu pars là-bas. Et tu lui dis que, en fait, tu es supposé ne pas vendre dans un tourne-dos. Tu vends dans un tourne-dos parce que. Depuis 20 ans que tu es dans ce tourne-dos, c'est parce que tu lui expliques ces choses-là. Tu ouvres son esprit. Tu le prends, tu l'invites chez toi. Si tu as un chez toi, tu l'invites chez toi, qu'il vienne voir ce qu'on, ça veut dire s'asseoir dans un salon normal. Se coucher sur un lit normal. Pour qu'il ait une expérience de la normalité, qu'il ait une expérience que la vie a autre chose à offrir. Parce que beaucoup de Camerounais ne savent même plus que la vie a autre chose à offrir. Beaucoup de Camerounais ne savent plus. Même si tu as mangé là-bas, tu ne te filmes pas. Ne lui donne pas de l'importance. Parce que se filmer même dans les réseaux sociaux, il se voit même dans les réseaux sociaux avec la photo, il est en train de faire pisse comme ça, ses doigts sont tout noirs, sa mamite est toute sale, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, toi-même il y a la boue partout. Il pense qu'il est devenu important. Et quand il est déjà important, il ne veut plus rien changer, c'est bon pour lui. Il est déjà important. Voilà pourquoi les Camerounais, parce qu'ils ont le smartphone, ils font des photos, ils sont importants. Ça suffit. Changer le pays, les gens ne voient pas comment. Puisqu'ils causent avec les benguistes. Vous voyez quelqu'un faire une photo dans la poubelle, avec une belle robe ou bien une belle paire de chaussures, à côté d'une voiture qui est à côté d'une poubelle. Il met sur les réseaux sociaux. Il est important. Maintenant, tu lui dis qu'il y a trop d'ordures au Cameroun, mais comment il est déjà important, ça suffit. C'est ça le danger des réseaux sociaux. C'est ça le danger de la technologie. Quand ça arrive dans les pays de la dictature, dans les pays du sous-développé, dans les pays sous-développés, ça commence à donner l'illusion d'évolution dans l'esprit des gens. Que les gens ont évolué, que les gens sont devenus des hommes. Alors qu'en fait, c'est faux. Donc c'est ça, que chacun de nous se repose cette question. Et c'est pour cela donc que nous, moi particulièrement, et le peuple camerounais, Maurice Kamto, le président élu, nous avons compris que c'est important. Je ne crois pas au destin. Je ne crois pas au destin du tout. Un homme qui est pour la République ne croit pas au destin. C'est la dictature qui croit au destin. La dictature ou bien les systèmes, le système féodal, où il y a un roi. Si tu es le roi, ton fils, tu dois continuer à être roi, ses petits-fils deviennent ton jour roi, machin. Les systèmes féodaux croient au destin. Ce sont les systèmes des destinées. Où l'enfant du planteur reste planteur, l'enfant du je ne sais pas quoi, l'enfant du forgeron reste forgeron, l'enfant du balayeur reste balayeur. Non, mais dans la République, on ne croit pas au destin. On sait que dans la République que ton œuvre, ta vie dépend de tes efforts, ta vie dépend de ta responsabilité, ta vie dépend de toi. Le sens que tu donnes à ta vie, le sens que tu donnes à ton pays, le sens que tu donnes aux institutions de ton pays dépend de toi, de ta participation. Et c'est pour cela que le président élu, je disais, Maurice Kamto, c'est pour cela que je me mobilise.
autour de lui. C'est pour cela que j'appelle les Camerounais à se mobiliser autour du président élu Maurice Kamto. Et à être prêts à prendre leur destin en main. À prendre leur destin en main. Parce que les gens comme les Nganou deviennent importants, les Etofis deviennent importants, l'argent, les voitures deviennent importantes parce que c'est rare. C'est parce que c'est rare que c'est important. C'est parce qu'ils sont peu qu'ils sont importants. Si on avait les Nganou plusieurs, si un Nganou allait marcher avec le billet, ça n'est rien, ça n'allait pas déranger. Si les autres Nganou s'associaient au peuple, on n'aurait pas remarqué le un Nganou. Donc nous voulons créer un Cameroun, ensemble. Un Cameroun où les gens, le niveau de vie est élevé, où les gens peuvent avoir les choses de base, aisément. Où le potentiel des Camerounais peut fleurir, où on peut avoir beaucoup de Nganou, des millions de Nganou, où on a des millions d'étaux, les centaines de milliers de ceci. Qu'on a tellement de choses que les gens commencent à donner l'importance à autre chose, plus à ce genre de petites choses-là. Plus haut, parce qu'il est devenu champion de ceci, il est de ça, il a la voiture, parce qu'il a les chaussures, parce qu'il a porté l'habit, parce qu'il a un beigne, parce qu'il est ceci, on devient important parce qu'on a un beigne, on devient important parce qu'on on est ingénieur, on devient important parce qu'on est le seul ingénieur de sa famille, on devient important parce qu'on s'est marié, on devient important parce qu'on a eu un petit poste quelque part. C'est parce que c'est rare. Mais ce n'est pas normal que ce soit rare. Ce n'est pas normal. Nous pouvons avoir comme ça autant que nous voulons, si nous nous engageons dans la mobilisation avec le président élu Maurice Kamto, autour de lui, dans la voie pacifique. Et si nous prenons notre destin par centaines de milliers, si nous sortons dans les rues, revendiquons notre souveraineté, celle que nous avons construite, par centaines de milliers, nous allons construire ensemble ce pays et le libérer des psychopathes. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale. Merci d'avoir prêté attention. Nous avons fait près de 2 heures. Voilà. 1h53 minutes. Merci de m'avoir donné votre attention. Merci d'avoir participé dans les commentaires, d'avoir partagé. Et merci pour la sérénité aussi dans le live. Merci. Et bon dimanche, bon début de semaine à tout le monde. Ciao.